Bonjour Marie Calter. Bonjour. J'accueille avec vous un des derniers survivants du ghetto de Varsovie. C'était il y a 80 ans, la révolte, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Vous publiez un livre qui est un roman exceptionnel qui s'appelle Dans tes yeux, un amour dans le ghetto chez XO Éditions. On va en reparler bien sûr, mais lorsque vous pensez à cette Seconde Guerre mondiale, au ghetto de Varsovie, ce qui arrive aujourd'hui au Proche-Orient, le 7 octobre, la riposte israélienne, l'attaque iranienne contre le sol israélien, les otages toujours détenus par le Hamas, vous vous dites quoi ? Écoutez, je me dis, c'est terrible, je souris, parce que j'allais dire c'est humain dans le sens que l'homme n'a pas changé. C'est ce que j'ai dit dans mon livre, le fait d'avoir été malade ne nous préserve pas de maladie. Et Simone Veil, je me souviens, elle me disait qu'elle était contre cette expression de devoir de mémoire. Pourquoi ? Parce que nous pensions qu'en obligeant les gens de se mémorer, de se rappeler Oradour-sur-Glane, les massacres ici, là-bas, nous préserverait de la répétition. Or, c'est pas vrai. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes les mêmes que nos parents, que nos grands-parents, et pourtant nous sommes différents. Nous avons des portables dans notre poche. Comme disait encore Simone Veil, si elle avait un portable à Auschwitz, vous vous rendez compte ? Oui. Elle aurait pu mobiliser le monde entier. Le 7 octobre, au moment où les gens des Hamas violaient les filles, tuaient des gens, qui est pacifiste en plus, ce sont des gens que je connais, qui manifestaient pour un État palestinien, oui, quand il est massacré. Oui. Si nous avons toutes ces images, c'est parce qu'il y avait des téléphones portables. Nous n'avons pas. Donc, ce qui a changé, c'est la technologie et la manière dont nous vivons maintenant les événements. Alors, je me suis trompé sur une chose, je me suis trompé comme beaucoup. Je pensais que ce qui s'est passé le 7 octobre renforcerait cette mémoire de la Shoah, montrerait au monde que le mal existe toujours, que les rejets de l'autre, qu'il soit juif, arabe ou noir, etc., il est là, il est enraciné en nous et qui nous mobiliserait contre le mal. Oui, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a libéré la haine. Ça a libéré. Vous regardez les sondages, on n'a jamais eu autant de manifestations de racisme, d'antisémitisme que depuis le 7 octobre. Oui, Israël n'aurait pas dû réagir comme Israël a réagi. Vous savez, État Israël est composé des hommes et des femmes comme nous, ou ceux qui nous écoutent. C'est comme ça. Il y a des juifs de droite, des juifs de gauche, il y a des juifs qui s'énervent et qui veulent venger leurs enfants. Je comprends. J'aime pas le mot vengeance. J'aime pas. Mais il y a des gens pour qui c'est vital. Ils ont perdu un fils, ils veulent le venger. C'est ce qu'ils vont faire les Palestiniens aussi, parce qu'ils sont comme nous. C'est-à-dire, même s'ils ont eu tort le 7 octobre, mais ils voudront se venger sur ceux qui ont tué leurs enfants. Donc c'est un engrenage, oui. C'était un carnage, et nous pensions que c'était plus possible. C'est là où on s'était trompé. On pensait que c'était plus possible, or c'est possible. Oui, mais encore une fois, est-ce qu'Israël avait le choix, peut-être, de la réponse ? Est-ce que cet engrenage, aujourd'hui, dans lequel on est, pouvait être évité ? Évité, peut-être, parce qu'il y avait des failles. Il y avait normalement, l'armée aurait dû être là. Mais la réponse israélienne n'a pas été disproportionnée ? Vous savez, une réponse n'est jamais disproportionnée. C'est un mot qu'on utilise souvent. Tu exagères, c'est disproportionné. Qu'est-ce que ça veut dire disproportionné ? C'est quoi ? Une vie contre une vie, c'est disproportionné. Bon, moi, je suis contre la mort. Je voudrais qu'on interdise la mort.
par les votes au Parlement. On adore les lois en France. On interdit la mort. Israël a réagi, il était obligé de réagir. Mais il aurait dû aussi proposer quelque chose. Proposer. Pas tous les Palestiniens sont de Hamas. Pas tous les Palestiniens étaient heureux de meurtres et de viols de femmes juives. Pas tous les Palestiniens. Il y a 20% de la population israélienne, ce sont des Arabes. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour se solidariser avec le Hamas. En Cisjordanie, en Jordanie, sont des Palestiniens, ils n'ont pas manifesté leur solidarité avec Hamas. Donc une solution politique serait envisagée. Mais comment ouvrir le dialogue avec qui? Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, c'était important. Hamas ne se bat pas pour la Palestine, libre Palestine. Il aurait pu crier « Vive la Palestine !» Non, il criait « Allah Akbar !» Il représente une idéologie qui est représentée par les frères musulmans, qui a comme objectif imposer au monde la loi de la charia. Il y avait une idéologie avant, c'était le communisme, qui avait des cellules partout à travers le monde. Aujourd'hui, il y a des cellules partout de Hamas. Hamas est chez nous. À Sarcelles, il est à Roubaix, il est à Tourcoing, il est à Malembeek en Belgique. Hamas est partout. C'est une idéologie. On ne tue pas une idéologie avec les bombes. On la tue avec une autre idéologie. Alors, personne ne m'a demandé mon avis. Vous êtes formidable, vous me posez la question. J'aurais fait comme le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. J'aurais sorti des prisons. Lui, il a sorti de prison Aït Ahmed. Oui. J'aurais sorti des prisons Barbouti, un type qui est très aimé parmi les Palestiniens. Hein. J'aurais mis à la tête de l'autorité palestinienne ce qui était prévu d'ailleurs dans les accords d'Oslo, une Palestine à côté d'Israël. Et c'est lui qui aurait réglé les problèmes de Hamas. Parce que l'ennemi d'État palestinien, c'est Hamas, ce n'est pas Israël. En Israël, si demain on devait avoir un sondage, la plupart des Israéliens sont pour un État palestinien en paix avec Israël, à côté d'Israël. Or, l'ennemi de l'État palestinien, c'est Hamas. Oui. Parce que lui, il veut plus. Il veut la destruction d'Israël. Mais Israël veut la destruction totale du Hamas. Et beaucoup disent que ça n'arrivera pas. Non, c'est une absurdité. On ne détruit pas une idéologie, mon ami. Ben, vous savez très bien, on ne détruit pas. C'est comme ça. Hein. Donc Israël est condamné à perdre. Non, il n'est pas condamné à perdre. Hein. Il résiste à l'idéologie extrémiste par sa présence et par son attachement à la démocratie, à une autre idéologie. Nous ici en France, hein, on est poussé par deux extrêmes. Mais on résiste. Nos institutions résistent. Nous avons les lois, nous avons les juges, nous avons la police. Nous pouvons descendre dans la rue pour manifester. C'est ce qu'ils font les Israéliens. Mais est-ce qu'un cessez-le-feu est possible aujourd'hui? Envisager un État palestinien, tout ça paraît loin. Non, c'est plus près que vous pensez. Moi, bon, vous me posez une question. Peut-être j'ai tort. J'en sais rien. On n'est jamais sûr. Surtout quand on parle de l'avenir des millions d'individus. J'aurais riposté parce qu'il fallait le faire. Peut-être autrement. Hein. Golda Meir, après l'attentat lors des Olympiades à Munich, lors des assassinats des athlètes israéliens, elle a dit « Tous ceux qui ont participé vont périr ». Et tous ont été tués, un par un, un par un, un par un. On n'avait pas besoin de jeter des bombes. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est une manière. Là, on est passé à une autre époque. Ah, ça veut dire les images vont vite. Il fallait montrer qu'on riposte, qu'Israël n'est pas, sont pas des agneaux qui vont à l'abattoir.
Donc, il fallait peut-être le faire. Mais en même temps, il fallait proposer quelque chose. Nous ne sommes pas contre l'État palestinien. L'État palestinien va exister, c'est notre désir. Mais ce n'est pas avec Hamas, ce n'est pas avec les assassins. Oui. Il n'y a pas de place à la tête d'un État, hein, pour les assassins. Mais alors, comment dialoguer avec le Hamas, par exemple? Est-ce que c'est possible de dialoguer avec ces gens? Dialoguer l'avenir, peut-être pas, parce que leur objectif n'est pas le nôtre. Pour moi, Israël, c'est un peu ma mère. Vous savez, ma mère, je ne sais pas comment vous avez vos relations avec votre mère, ma mère m'énervait tout le temps, parce qu'elle n'était jamais à la hauteur de ce que j'attendais d'elle. Oui. Mais je l'aimais. Si elle aurait été en danger, j'aurais tout fait pour la protéger. C'est ça, Israël, pour moi. Je critique, j'y vais, je dis ce que je pense, on m'écoute pas, hein, mais Israël doit exister, non pas parce qu'il y avait la Shoah. Là aussi, les Juifs sont trompés. C'est parce qu'ils n'ont jamais quitté cette terre. Je recommande à ceux qui nous écoutent un petit livre de Chateaubriand, un grand écrivain. Il y a 2 siècles, il y a 220 ans, il va à Jérusalem. Il écrit un petit livre, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il y a 220 ans, et il trouve des Juifs, il découvre les Juifs à Jérusalem. Ils n'ont jamais quitté Jérusalem. Et il dit, les vrais maîtres de ces pays. Vous lisez le Coran. Ouais. Les califes Omar, il y a les hadiths. Les hadiths racontent que les califes Omar, quand il conquiert Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les grands rabbins. Donc, il y avait un grand rabbin pour lui demander où se trouvaient les temples, et il décide de construire la mosquée d'Omar, les mosquées de Dôme, sur l'endroit même où se trouvaient les temples. Donc, les Juifs étaient toujours là. Donc, ils n'ont pas à demander l'autorisation d'être là. Ils étaient là. Mais les Palestiniens ont droit à un État. Et au fond, aujourd'hui, c'est ce que vous dites, Marek Alter, mais au fond, vous seriez prêt, vous, Marek Alter, par exemple, à dialoguer avec des représentants du Hamas? Pour sauver des vies humaines, oui. Pour sauver des vies humaines. C'est-à-dire, vous seriez prêt à partir, à rencontrer... Regardez, il y a plein d'otages. Et il y a une loi dans les Talmuds, qui nous oblige à faire tout pour racheter les otages. Payer les prix qu'il faut, une vie est une vie. Chacun de nous, disent toutes les religions, nous sommes faits à l'image de Dieu. Laisser quelqu'un mourir, c'est laisser mourir une parcelle de Dieu. Pour ceux qui croient, les croyants devraient être d'accord avec moi. Donc, pour sauver les otages, je l'ai fait déjà une fois pour Gilad Shalit, il y a 18 ans, je suis allé en Syrie, j'étais obligé de serrer la main d'Assad qui m'a présenté Khaled Meshal, le chef de Hamas. On oublie que les assassins sont aussi des hommes. Mais qu'est-ce que vous leur diriez pour obtenir la libération des otages? Qu'est-ce qui ferait qu'ils les libéreraient, ces otages? Bon, il faut être prêt de payer quelque chose. Mais le fait de parler avec l'autre, c'est de les reconnaître d'une certaine manière. Je vous dirais ce qui s'était passé avec Khaled Meshal à Damas. C'est le chef historique de Hamas qui se trouve au Qatar aujourd'hui. J'arrive et je vois un type plutôt sympathique. Donc je lui dis, je pensais que vous avez l'air d'un assassin, or vous êtes sympathique. Et il était content. Il m'embrasse. On s'assoit et je lui pose des questions. Vous avez des enfants? Je vois sur son bureau les photos de 2 filles. Il dit, ce sont vos filles? Oui, c'est mes filles. Qu'est-ce qu'elles font? Et il commence à parler. Il devient un père. Il n'est plus un assassin, il devient un père.
Et il raconte, ma fille va à l'université à Londres, l'autre, elle est au Canada, etc. Bon. Au bout d'une demi-heure, il m'interrompt, il me dit, mais vous n'êtes quand même pas venu me parler de moi. J'ai dit, ça m'intéresse, vous m'intéressez. Imaginez une seconde qu'une de vos filles soit enlevée par les Israéliens. Otage des Israéliens, vous ferez quoi? Et là, il me regarde un peu surpris, il dit, j'aurais cherché quelqu'un comme vous, comme intermédiaire. Et Gilad Shalit, ce soldat qui aujourd'hui est marié, a des enfants, ouais, son père est déjà mort, oui, a été libéré quelques jours plus tard. On peut, ça veut dire, est-ce que ça valait pas la peine? Alors oui. Bien sûr, il y a des journalistes à la télévision en France m'ont dit, et tu as serré la main d'un assassin. Mon ami, hein, je serre la main de celui dont j'ai besoin pour sauver des vies. Oui. Ou alors, si je suis plus fort, je les tue et je les libère eux-mêmes. Oui, moi-même. Vous aviez dit sur ce même plateau, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier la guerre en Ukraine qui continue, et peut-être à cause de ce conflit au Proche-Orient, eh bien, elle est négligée. En quelque sorte, Poutine prend encore de l'avance sur le soutien à l'Ukraine, malgré le soutien à l'Ukraine. Vous aviez dit sur ce même plateau qu'il fallait dire à Vladimir Poutine que nous le comprenons. Vous avez dit ça, Marek Alter, ça a suscité beaucoup de réactions. Ben oui. Vous pensez toujours qu'il faut réouvrir le dialogue avec Poutine? On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps et des dizaines, des milliers de morts pour rien. Ça veut dire, au lieu de montrer qu'on est fort, nous sommes prêts d'aller à la guerre, nous sommes prêts d'envoyer nos avions, nos chars, etc. Il fallait prendre l'avion, atterrir à Pulkovo ou à Sheremetyevo, à l'aéroport de Moscou, aller voir Poutine et lui parler droit, les yeux dans les yeux. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, qui dit au contraire qu'on peut envoyer des troupes sur place. Ben, il aurait dû aller, et il avait toutes les chances, parce que les Russes admirent les Français. Ils admirent la France. Tous les Russes connaissent Victor Hugo. Oui. Tous les Russes ont lu les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Marek Alter, à aller rencontrer Vladimir Poutine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je peux les rencontrer parce que je les connais depuis 32 ans. Bon, à l'époque, je ne pensais pas qu'il serait le chef suprême de la Russie post-communiste. Mais moi, j'irais. J'ai proposé à notre gouvernement, notre président, d'aller au Qatar voir ce même Khaled Meshal, qui était prêt de me recevoir. Je l'ai appelé pour négocier la libération des 3 otages français. Oui. Je ne parle pas de tous les autres, parce que bon, je ne suis pas habilité, mais je suis français. Et j'avais seulement besoin d'un feu rouge, j'ai eu le feu rouge, mais un feu vert pour aller négocier la libération. Ils vous ont donné un feu rouge, c'est ce que vous venez de dire. On ne m'a rien donné, on m'a dit que je serais contacté par la cellule diplomatique qui ne m'a jamais contacté. Au fond, vous avez l'impression qu'on ne veut pas la paix? Non, je pense tout simplement que les hommes politiques ont leur vanité, l'amour-propre, et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous, des gens comme vous, moi, ceux qui nous écoutent, qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des petits intermédiaires, des petits télégraphistes, comme on disait à l'époque de Giscard d'Estaing. On n'avait pas besoin. Donc, pour l'instant, ces 3 otages sont toujours des otages de Hamas. Oui, mais vous vous dites, Marek Alter, vous l'homme de paix, vous vous dites l'antisémitisme progresse, vous l'avez dit. Oui. Et au fond, le souvenir de ces 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, vous avez vécu ce ghetto au cœur. Vous vous dites, c'est le passé qui ressurgit aujourd'hui? Mais mon ami, les hommes, nous en avons parlé ici même, sont angoissés, ont peur. Ils ont peur pour 2 raisons. D'abord, naturellement, parce que personne ne veut mourir
moi-même, je suis en train de vieillir, je me dis, ça alors, d'ici 10 ans, peut-être je ne serai plus là. Quelle angoisse! Et puis, on a peur parce qu'on n'a pas de perspective. On ne sait pas qu'est-ce que... Il n'y a personne pour nous proposer les jours meilleurs de ces horizons, comme disait Prévert, avec les soleils rouges à l'horizon. Non, personne ne nous propose rien. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors les écologistes adorables, mes amis, sont des conservateurs. Conserver ce qu'on a, conserver la nature, ne pas la détruire. Mais et demain, et après-demain, personne. Donc nous avons peur, nous sommes angoissés. Et chaque fois quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? On dit « Oh maman !» Mais quand on n'a plus de maman, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Oh mon Dieu !» Mon Dieu. Mon Dieu. Mais Dieu, il ne répond pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un proverbe yiddish qui est magnifique, qui dit « L'homme fait des projets et Dieu rigole ». C'est magnifique comme proverbe. Il rigole, il a un sens d'humour. Bon. Alors on cherche un bouc émissaire. On a besoin, c'est la faute de qui? Ça ne marche pas en France, les salaires n'augmentent pas. Ce sont des immigrés. Hein? Un bouc émissaire. Hein? Il y a les niveaux dans les écoles baissent, ce sont des musulmans. Il y a toujours la faute à quelqu'un. Il y a la faute à quelqu'un. Hein? Et puis, il y a la faute à quelqu'un permanent. Depuis des siècles, c'est le juif. Alors, et c'est là où je me suis trompé, je pensais que les rappels de la Shoah, ce qui s'était passé pendant la Shoah, où on a massacré, violé, tué, brûlé 6 millions d'individus. 6 millions, c'est beaucoup. Hein. Je l'ai vu à Varsovie. Hein. Ça veut dire, moi, heureusement que mon père était syndicaliste, il avait des amis catholiques qui nous ont fait sortir des ghettos et on a fui de l'autre côté de la Pologne, occupée par l'Union soviétique. Autrement, je ne serais pas là en face de vous. Mais j'ai pensé que les images qui commençaient à circuler après le 7 octobre rappelleraient à ceux qui n'ont jamais regardé la Shoah de Lanzmann ce que c'est, ce qui peut être fait par un homme, par des individus comme vous et moi. Mais la leçon du ghetto, Marek Alter, 80 ans. Ouais. Quand je vous dis c'est encore présent, c'est encore une nécessité de regarder. Alors, ce qui a été notamment la révolte, il y a 80 ans de ce ghetto de Varsovie. Ce que vous dites, c'est important. Il y a ceux qui valorisent cet état d'esprit juif à travers les siècles, qui admiraient un type comme un écrivain comme Bernanos, pourtant antisémite. Ce sont des gens ancrés dans le livre. Ils se baladent pas avec des kalachnikovs, un peu comme pour montrer leur virilité. Hein? Bon, ils sont dans les livres. Et ils meurent avec les livres. C'est pas par hasard que les nazis ont commencé par brûler les livres. Parce qu'ils brûlaient les racines d'un peuple qu'ils allaient liquider. Ce sont les racines. Donc il y a une admiration. Mais une admiration qui a fini quoi? Dans les fours crématoires. Ça veut dire on ne peut pas admirer les gens qu'on ne peut même pas enterrer parce qu'ils sont transformés en poussière. Et puis, il y avait la révolte des ghettos. La révolte des ghettos qui est venue tard. J'ai eu une discussion avec Hannah Arendt pendant le procès Eichmann à Jérusalem. Elle détestait ces juifs, justement, ancrés dans le livre. Elle m'a dit une phrase qui m'a frappé, il dit « 6 millions de juifs. Chacun aurait pris un couteau, aurait tué un nazi, il n'y aurait plus eu de nazi. » Elle était énervée, elle était en colère. Elle a dit ça, oui. Elle était en colère. Or,
ils étaient combien qui sont révoltés? Des jeunes laïcs surtout, justement, socialistes, communistes, bundistes, sionistes, etc. Et il y a une photo qui met honte, parce qu'il y a beaucoup de photos, et tout ça c'était filmé par les nazis. Les nazis filmaient, ils étaient fous des images. Ouais. Ils ont enfumé les souterrains, donc ceux qui se cachaient dans le souterrain étaient obligés de sortir. Et on voit sortir ces jeunes gens, les mains en l'air, et ils rient, ils sont heureux. Ils ont montré, ils n'ont pas gagné, mais ils ont montré en Asie qu'eux aussi, ils savent se battre. Oui. C'est extraordinaire, ça fait réfléchir. Israël, c'est ça un peu, pour les millions de Juifs à travers le monde, parce que la majorité des Juifs ne sont pas en Israël. Pour ces millions de Juifs, Israël est un peu une sorte de récompense historique. Hein? Ils savent se battre. Regardez ce qui s'était passé avec l'attaque nocturne des Iraniens, des drones, des fusées, etc. Tout a été prévenu, tout a été retenu. Extraordinaire. Et ils se disent, c'est magnifique. Ce sont nos frères qui font ça. Les gens qui étaient persécutés pendant des siècles, Oui. qui étaient enfermés dans les ghettos depuis 1512. Les ghettos, les premiers ghettos, c'est à Venise. C'est un doge qui pensait qu'il fallait séparer les juifs des bons catholiques. Donc, depuis 1512, on les enferme dans les ghettos et d'un seul coup, ils peuvent réagir. Oui, mais aujourd'hui, on renvoie aussi à Israël cette image de ce qui est fait aux Palestiniens, au peuple palestinien, où certains parlent de génocide. Non, donc ça, c'est quelque chose qui peut altérer cette image. Oui, définitivement, peut-être. Mon ami, j'aime pas cette image. Et on n'avait pas besoin de bombarder Gaza. Selon moi, on n'avait pas besoin. J'ai dit encore une fois, il fallait répondre et en même temps proposer quelque chose. Proposer quelque chose. Il y a, au moment de la création d'Israël, il y avait une ville, elle est toujours là, Haïfa, moitié juif, moitié musulmane, arabe. C'était parce qu'il y avait des raffineries de pétrole de Shell, de la compagnie Shell britannique. Et le maire de la ville, Abba Houchi, était un juif. Et au moment qu'il commence l'attaque de tous les pays arabes contre ce jeune État Israël, lui, il allait d'une maison à l'autre pour distribuer des tracts en arabe. Nos frères musulmans, restez là, vous êtes des frères, on va faire un État ensemble. Et aujourd'hui, hein, c'est une ville binationale. Hein, il y a des juifs, des arabes, tous ils parlent l'hébreu. Il y a un technion, une meilleure université technologique du monde, où il y a plein de jeunes musulmans. C'est pour ça qu'ils ne se révoltent pas. C'est pour ça qu'ils détestent Hamas. Parce que Hamas, c'est juste le contraire de ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont appris avec les Juifs. Donc, j'ai dit, il fallait répondre, mais en même temps, il fallait proposer quelque chose. Un État palestinien va naître à côté d'Israël, mais en paix avec lui, avec des garanties nécessaires pour les deux parties. Vous publiez Dans tes yeux, Marek Alter, un amour dans le ghetto. C'est un de mes meilleurs textes. Chez XO. C'est un court texte, au fond, évidemment, qui se passe dans le ghetto de Varsovie, et vous avez voulu, à côté de l'horreur de ce qui s'y produit, un amour. Vous y racontez une histoire d'amour, comme deux histoires parallèles. Oui, parce que l'amour est plus fort que la mort. C'est dit, je crois, Orphée, dans Orphée et Eurydice. Hein, puisqu'il va chercher Eurydice dans les enfers. Hein. Et là, c'est une jeune fille de 12 ans qui lit les cantiques des cantiques, les textes les plus érotiques de la Bible, un beau texte, et elle aime de manière platonique un garçon de 13 ans. Et en même temps, elle raconte ce qui se passe autour. On ramasse des squelettes dans la rue, on les met dans le chariot pour jeter dans une fosse commune. Et puis, il y a la police juive aussi. Ça veut dire la vie se reconstitue. C'est ça la force de l'homme.
il reconstitue cette société primitive, tribale à la limite, qui est là. Et puis, au sein de chaque société, il y a une sortie, hein, il y a comme une lumière, comme une étincelle, c'est l'amour. Et il y a un moment donné, j'ai pensé faire un livre plus épais, plus fourni, mais je suis arrivé à la fin, je me suis dit, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est comme dans la musique. Vous arrivez, vous faites plam, et ça s'arrête. C'est pas la peine de faire de gros livres quand on peut tout dire en 120 pages. Mais en même temps, on a l'impression que cette histoire-là ne s'est jamais arrêtée, qu'elle est universelle. Cette histoire de cette révolte des Juifs du ghetto. La révolte, l'amour, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Parce qu'on apprend quoi? On apprend l'histoire des hommes comme vous et moi, qui ont vécu à une autre époque, mais qui étaient traversés par les mêmes pulsions que nous. Les mêmes pulsions. On a toujours un choix entre le bien et le mal. Toujours. C'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. On a toujours... On avance et on choisit tout le temps. Souvent, on se trompe. On revient sur nos pas. On recommence. Et c'est pour ça, je vous dirais, c'est tout à fait bête ce que je vais dire. Quand je me suis relu une fois imprimé, j'ai pleuré. Merci. Dans tes yeux, Un amour dans le ghetto, nouveau livre absolument formidable chez XO Éditions de Marek Alter, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Marek Alter. Merci à vous.